Bonjour, bienvenue à Up, un podcast pour penser la décolonisation de la santé depuis le continent africain. Je suis Oumi Thiongan. Nous avons le plaisir de débuter la série spéciale essentielle dédiée à la santé des femmes, des enfants et des adolescents. Nous discutons avec une série d'invités de leurs passions, leurs initiatives et leurs luttes et la manière dont les politiques publiques peuvent prendre en compte les aspects notamment négligés de la santé maternelle et infantile. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'en discuter avec Madame Anna Diom, fondatrice d'Afro Maternity. Elle est femme, mère, doula, éducatrice en périnatalité et conseillère en allaitement. Bonjour Anna. Bonjour Oumi. Merci d'avoir accepté cette invitation pour ce premier épisode de la série essentielle. Merci à vous pour l'invitation. C'est super, très contente de participer à ce genre d'initiative. Merci Anna. Alors, Anna, pour ceux et celles qui connaissent encore peu ce rôle, comment définiriez-vous ce qu'est une doula et en quoi votre accompagnement répond à des besoins que le soin médical ne peut pas toujours en fait couvrir? Oui. Alors, la doula, c'est vraiment, elle est au service de la femme. D'ailleurs, le mot à la base, c'est un nom grec qui veut dire au service de la femme, et spécifiquement pendant la période de la grossesse et aussi sur la partie accouchement le jour J. Donc, on vient combler ce soutien émotionnel que le personnel médical n'a pas toujours le temps de donner, d'accorder à ces femmes durant leur état de grossesse. Et donc, du coup, on est là pour le soutien émotionnel. Et pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont habitués un peu aux us et coutumes africaines, on pourrait dire que la doula est un peu la matrone ou la badienne de l'ère 2020. D'accord, c'est super. C'est un métier qui est fascinant, que moi je ne connaissais pas avant. Et justement, tu parlais des badienogor, mais c'est un accompagnement que tu fais en relation aussi avec, j'imagine, en accompagnement avec les sages-femmes, avec d'autres professionnels de l'obstétrique. Comment voyez-vous la relation entre les doulas et les sages-femmes, notamment dans des contextes où les systèmes de santé, notamment ici, sont sous tension? Alors, c'est une bonne question. Nous, on est vraiment complémentaires. C'est un accompagnement complémentaire, dans le sens où les doulas n'ont pas de cursus médical, c'est-à-dire qu'elles ne sont ni sages-femmes, ni médecins, elles ne peuvent rien prescrire. Donc, on est vraiment là pour donner un soutien émotionnel et aussi donner des informations que les femmes ne peuvent pas forcément avoir de par elles-mêmes ou qu'on ne leur donne pas dans leur parcours médical. Donc c'est une complémentarité qui est importante, je tiens à le souligner. C'est important d'être suivi à la fois par un médecin ou une sage-femme et si on le veut en complément par une doula. Maintenant les relations, ça dépend dans quel cadre on se situe. C'est vrai que les relations sont plutôt excellentes avec les sages-femmes parce qu'elles ont l'habitude d'avoir des femmes qui du coup sont plus informées, elles n'ont pas besoin de passer un certain temps à expliquer des choses qui pourraient pour elles paraître un petit peu basiques, qui ne le sont pas pour ces femmes. Donc nous, on vient ici combler cet écart qu'il peut y avoir en termes d'information. Et je pense que c'est un sujet aussi qu'on abordera. Par contre, d'un point de vue, quand on est sur des accompagnements où les femmes sont suivies dans le privé, ça peut être un petit peu plus conflictuel. Alors, pas conflictuel dans le sens où moi, j'interagis jamais. Dans notre formation, on nous interdit vraiment de dépasser une limite, c'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour parler au personnel médical, on n'est pas là pour dire non, il faut pas faire comme ci, il faut pas faire comme ça. Encore une fois, on est là pour soutenir la femme, éventuellement lui rappeler ses droits durant l'accouchement ou durant le cursus, durant la grossesse, s'il y a des questions qu'elle veut poser. Moi, je suis là pour lui rappeler les choses qui peuvent être faites, celles où il y a peut-être des abus, mais on n'est vraiment pas là pour aller à la confrontation. Donc, il y a une complémentarité. Parfois, peut-être, dans le secteur privé, on peut être perçu comme les femmes qui vont donner un petit peu trop de pouvoir à la femme enceinte. D'accord. Vous mentionnez beaucoup le secteur privé. Et est-ce que vous travaillez aussi avec des femmes qui vont aller en accouchement dans le secteur public et comment ça se passe? Qu'il y a une différence en fait dans l'intervention que vous faites entre ces deux structures? Alors moi, je peux accompagner n'importe qui, je ne dépends d'aucun hôpital, d'accord? Donc c'est vraiment une profession libérale, c'est-à-dire que la femme, elle a le choix d'accoucher où elle le désire et je l'accompagnerai en ce sens. Par contre, en ce qui concerne les présences à l'accouchement, dans le public, malheureusement, les accompagnants ne sont pas autorisés, que ce soit doula, son propre mari, sa mère. Les salles de travail, c'est souvent des salles de travail communes,
Donc les femmes, elles y vont seules, même quand elles sont suivies dans des zones un petit peu plus reculées avec des badianes. Les badianes ne sont pas autorisées à rentrer dans les centres de santé en salle d'accouchement. Et d'ailleurs, ça fait partie des choses qui, j'estime, devraient changer parce qu'une personne... C'est-à-dire que nous, on est là depuis le début et on connaît la personne, même pour les badianes, c'est la même chose. Généralement, les femmes se confient à nous un petit peu plus qu'elles se confieraient à leur sage-femme ou leur médecin. Et malheureusement, on doit les laisser aux portes après de l'accouchement. Donc, il y a cette différence qui est en termes de présence physique le jour J. Dans le privé, dans le public, pardon, c'est malheureusement interdit. Là où dans le privé, ça l'est plus. Et après, en termes d'accompagnement, les différences, ça va être parfois sur les abus. Malheureusement, on a des abus, on a des interventions inutiles qu'on rencontre plus dans les accompagnements des femmes qui sont suivies dans le privé que dans le public. Oui. Et Anna, votre accompagnement est spécifique à un c'est dédié à un public très spécifique. Donc, c'est des afrodescendantes et des femmes africaines aussi. Et pourquoi, en fait, se focaliser? Quelle est la spécificité de ces femmes en matière de grossesse et d'accouchement? Alors, pardon, oui, c'est une bonne question. En fait, moi, quand je suis arrivée au Sénégal, c'est une reconversion professionnelle, mon métier. Et quand je suis arrivée au Sénégal il y a 5 ans, il y avait des doulas qui étaient plutôt expats. Et les femmes de ma communauté ne se sentaient pas forcément à l'aise de se tourner vers des doulas d'autres origines, pour le côté culturel, compréhension, et notamment dans l'accompagnement, parce que je le rappelle, vraiment, le métier de doula, on est sur le soutien émotionnel. Avant même de partager des informations sur la grossesse, l'accouchement, les cours de préparation, on est vraiment sur un soutien émotionnel. On est vraiment, moi j'aime bien dire, cette casquette un peu moitié meilleure amie, moitié maman, moitié coach. Et souvent... les femmes afrodescendantes ont ce besoin en fait de se faire accompagner par des femmes qui pourraient plus les comprendre, d'accord ? Bien qu'on puisse aussi se faire accompagner par une femme d'autre origine, mais c'est le besoin que j'ai observé. Donc oui, j'accompagne essentiellement les femmes afrodescendantes, pas que sur le continent d'ailleurs, je tiens à le préciser. Afro-Maternity accompagne les femmes aussi de la diaspora qui sont essentiellement en France et au Canada par exemple, donc en Occident, et qui justement, elles, sont suivies par des personnes exclusivement en Occident qui seront du coup caucasiennes et elles ont besoin un peu de combler ce manque de compréhension, de culture et elles préfèrent se faire accompagner par des personnes qui leur ressemblent. Oui, et j'imagine que dans cet accompagnement, en fait, il y a vous parlez de la proximité, et ça me rappelle en fait qu'aujourd'hui on parle et on a ce besoin de plus en plus d'avoir des soins qui sont respectueux. On parle de plus en plus de soins respectueux. Et très concrètement, à quoi cela ressemble-t-il pendant la grossesse et pendant l'accouchement, notamment dans des hôpitaux et des structures publiques qui sont parfois surchargées dans notre contexte? Exactement. Alors, en fait, on en parle maintenant, mais c'est pas vraiment on voit un effet de mode. En réalité, il y a une charte éthique internationale, d'ailleurs, avec des droits de la femme enceinte qui sont censés être respectés et qui sont censés normalement être appliqués dans tous les pays, par tous les praticiens. C'est vrai qu'en Afrique, et particulièrement en Afrique de l'Ouest, on a des systèmes de santé, vous l'avez dit à juste titre, qui sont un peu saturés. Et de ce fait, alors j'essaie pas d'excuser, parce que malheureusement, il ne devrait pas y avoir d'excuses au manque de bienveillance, au manque d'empathie, mais force est de constater que c'est quelque chose qui est multifactoriel et le manque d'empathie, le manque de communication vient aussi du fait que ces praticiens dans le secteur public n'ont pas toujours le temps et aussi n'ont pas toujours la formation. C'est quelque chose qui malheureusement en Afrique fait défaut, au-delà de la grossesse, de l'accouchement, le côté bienveillance, l'empathie, la santé mentale, c'est des choses qui ne sont pas forcément prises en considération, l'émotion, alors que en temps de grossesse et le jour de l'accouchement, c'est quelque chose qui est très important. Et donc moi, dans mon travail, enfin c'est pas que moi, la doula de manière générale, dans ce parcours de soins un petit peu plus respectueux, où on essaie justement d'arriver à ce respect des droits de la femme enceinte, on intervient sous deux aspects. La première chose, c'est qu'on informe la femme de ses droits. Et le premier droit qui doit être respecté, c'est ce consentement, en fait, qu'elle est censée avoir. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, il y a eu en République démocratique du Congo, ce médecin qui a frappé une femme qui en fait était en train d'être recousue, qui avait subi une épisiotomie, donc il faut la recoudre. Malheureusement, dans le secteur public, souvent les femmes n'ont pas accès à des anesthésies locales, donc
bon, moi je suppose que cette femme a été recousue à vif et en fait elle se débattait et ce médecin l'a battue en retour. Et ça, en fait, nous, on vient combler en disant, ben non, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit, en fait, de poser des questions. Donc, c'est sur cette première partie qu'on intervient. Et la deuxième partie, c'est demander, en fait, à être respecté et aussi à être informé. C'est ce qui fait aussi un peu défaut en Afrique, c'est-à-dire que les praticiens, peut-être par manque de temps ou par non-habitude, je ne sais pas si ça se dit, mais ils n'ont pas l'habitude de donner des informations et présenter toutes les options aux femmes. Ouais. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans un mode où, voilà, dans telle situation, il faut faire comme si. Oui. On prend l'exemple d'une femme, par exemple, qui serait atteinte de diabète gestationnel, on aurait tendance à la déclencher ou parfois même à la césariser directement alors qu'il y a des options. Et ces options, en fait, elles ne sont pas présentées et on ne donne pas aussi les risques. C'est-à-dire qu'on met toujours en avant peut-être une intervention, un déclenchement, une césarienne, sans donner les risques de ces interventions. On donne les risques si la femme dit non, oui. Mais on ne donne pas les risques de cette intervention en elle-même. Et ça, c'est un aspect aussi sur lequel la doula intervient essentiellement. Donc, on est sur le soutien émotionnel, mais aussi le soutien informationnel. Oui. Et vous avez mentionné tout à l'heure, en dehors de ce que... Alors, dans le milieu de la recherche, on parle vraiment d'appel à la démocratie sanitaire, que les patientes, elles puissent être informées, qu'elles puissent donner leur avis, qu'elles puissent décider, qu'il y ait le consentement, etc., qu'il y ait une discussion. Et vous avez parlé de la césarienne. Votre travail, si j'ai bien compris, vise aussi à limiter du coup ces interventions médicales non nécessaires. J'ai envie de demander comment vous faites la différence entre des interventions qui sont réellement vitales et une médicalisation excessive qui peut parfois éloigner les femmes en fait de leur propre expérience, notamment corporelle. Oui. Alors, je vais nuancer ma réponse. En fait, moi, je ne suis même pas là pour dire en réalité c'est nécessaire ou pas. D'accord. Par contre, je suis là pour informer la personne que dans telle situation, les recommandations internationales, notamment de l'OMS, alors en Afrique, malheureusement, on manque de grandes instances comme on pourrait avoir en France la Haute Autorité de Santé, la HAS, ou le Collège national des gynécologues et obstétriciens français, des instances qu'on retrouve un peu partout dans d'autres pays. On a le ECOG au Canada, on a ECOG en Amérique, on a la même chose au Canada. On n'a pas d'instance comme ça en Afrique qui pourrait dire dans telle situation, le médecin doit tenir telle posture, on a telles options, est-ce qu'il faut vraiment déclencher ou pas. Mais du coup, moi, je suis là pour dire, voilà, dans d'autres pays, ça peut être fait comme ça. Donc, en fait, moi, je suis là pour ouvrir le champ des possibles un petit peu. Et au final, c'est la femme qui fait ce choix. Et d'ailleurs, dans la charte éthique qu'on a, les droits de la femme enceinte, l'idée, c'est qu'elle puisse faire un choix éclairé. Et pour que ce choix il soit éclairé, moi, je vais apporter de la lumière sur ces options qu'on ne vient pas donner. Mais je suis en réalité pas là pour dire il ne faut pas que tu fasses ci, il ne faut pas que tu fasses ça. Donc moi, je ne fais pas vraiment la différence. Alors oui, bien sûr qu'avec l'expérience, j'arrive à détecter, il y a certains modèles, certaines habitudes que je vois un petit peu être faites, notamment dans le privé. Je vois des choses qui sont faites et qui sont faites par plusieurs médecins qui ne devraient peut-être pas l'être. Et comme aussi j'accompagne à l'étranger, je vois énormément les différences. Et je sais qu'une maman dans telle situation, dans tel pays, ce serait différent que si elle était en Afrique. Mais en réalité, moi, je suis juste là pour dire, voilà, dans telle situation, les recommandations internationales, les choix qui pourraient être faits si tu étais dans un autre pays, là, ton médecin, il t'oriente plus comme ça, mais tu as le choix. D'accord. Et c'est très intéressant. Moi, j'aimerais, parce que vous parlez des mamans, il y a l'accompagnement, il y a la doula, en fait, qui vient, en fait, d'une histoire très particulière. Et il y a, en fait, en arrière-fond, je suppose, un intérêt particulier peut-être pour les savoirs ancestraux. Qui dialogue avec les sciences modernes, parce que vous avez recours aussi à toutes les lois ou les normes de l'OMS, pour les savoirs, ce qui concerne les savoirs, pourquoi ils seraient, qui ont été mis à l'écart, notamment dans le parcours de soins maternels. Je suppose qu'il y a certains savoirs qui se sont perdus, oui, qu'on prend pas en compte. J'aimerais savoir dans votre expérience si vous avez fait attention à ces savoirs-là et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce que nous perdons collectivement en les ignorant? On perd énormément en transmission. C'est-à-dire qu'avant, la place de la matrone
qui existe dans d'autres pays par ailleurs, hein, dans d'autres cultures. Il y a toujours eu cette transmission de femme en femme. Une fois que la femme est réglée, donc la jeune adolescente qui vient avoir ses règles, on l'emmène chez, généralement, la matrone était un métier de lignée, c'est-à-dire qu'on était matrone de mère en fille, et cette matrone avait une place importante dans le village, c'est-à-dire que c'était vers elle qu'on se tournait pour tout ce qui est problématique féminine, d'accord. Et ça, on l'a énormément perdu. Et c'est dommage, parce qu'en fait, on en vient à voir des femmes qui sont complètement déconnectées un peu de leur corps, de la maternité, c'est-à-dire que il y a le côté médical qui, attention, hein, a ramené énormément de bonnes choses. Bien évidemment que l'accouchement médicalisé, moi je me bats plus contre la surmédicalisation, mais je ne suis pas contre la médicalisation tout court. Ouais. Ça permet de réduire les taux de mortalité infantile, maternelle, ça c'est indéniable. Mais à force de trop médicaliser, on a un peu rendu cet événement comme purement médical, limite comme une maladie. Hein. Je veux dire, les gynécologues obstétriciens, il reste des médecins. Normalement, la médecine est là pour guérir quelque chose. Or, là, on est sur une thématique qui est physiologique. L'accouchement est normal. Il y a pas... Alors, bien évidemment qu'il y a des situations pathologiques, mais en soi, 95% des accouchements sont normaux. Mais comme on est suivi par des praticiens qui, eux, ont un angle de vue pathologique, on arrive malheureusement parfois à des décalages. Et le fait d'avoir cette transmission qui s'est perdue avec cette femme qui était là pour pouvoir accompagner, on arrive à des situations avec des femmes qui ne savent pas vraiment quoi faire. Et ce qui manque aussi, je trouve, c'est dommage sur le continent, la médecine traditionnelle qui pourrait être utilisée dans beaucoup de situations, notamment si on doit déclencher, on devrait avoir recours à on sait qu'il y a des plantes qui peuvent aider à déclencher. Et le problème, c'est qu'on se retrouve vers des femmes qui vont aller vers des choses un peu non maîtrisées. Une praticienne, tiens, bois ci, bois ça. Alors que si on l'intégrait dans un parcours médical, on pourrait avoir des déclenchements avec des médecines, des plantes traditionnelles, sans risque de surdosage, et on éviterait en fait ces risques qu'on a voulu tant éviter, parce qu'on sait que les femmes, par exemple, vont se tourner vers des praticiennes quand le bébé il est en siège, pour les tourner. Si on avait ça dans le parcours médical, on n'aurait pas ces excès et parfois ces choses qui sont de manière traditionnelle mais pas surveillées. Moi, je trouve qu'on devrait intégrer la médecine traditionnelle à la médecine occidentale. Oui, et j'imagine que cela pourrait se faire dans le parcours de formation même des professionnels de santé pour répondre à cette diversité des expériences culturelles, des besoins en santé maternelle. Et qu'est-ce qui manque aujourd'hui en termes de parcours de formation pour éviter cette approche uniformisante? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, la formation, un petit peu revoir certaines bases? Alors, il y a deux choses. Je sais qu'on est dans un podcast qui met en avant la décolonisation, mais il y a des choses sur lesquelles on n'est pas à jour en Afrique. Je tiens quand même à le souligner. Et alors, on a été colonisé. Bien évidemment que notre médecine a été colonisée. Et c'est pour ça que je disais auparavant que je trouvais ça dommage qu'on n'intègre pas, moi, je trouve, les plans traditionnels, la médecine traditionnelle, je trouve qu'on devrait l'intégrer. Mais au-delà de ça, sur le côté occidental, sur la médecine, on a des médecins qui ne sont pas toujours à jour, on a un personnel médical, une formation qui, je pense, fait défaut, et on a surtout une mise à jour qui n'est pas faite. C'est-à-dire que l'OMS met constamment à jour certaines choses, et nous, on est sur une médecine, des pratiques qui datent peut-être de 10-20 ans, et le monde a évolué. Ouais. Et en fait, il faudrait avoir... Je trouve que décoloniser, oui, mais la mise à jour est importante. Et je pense qu'il y a des choses de la médecine occidentale. Si on est entièrement basé sur la médecine occidentale et qu'on ne prend pas en compte la tradition, autant que cette médecine occidentale soit à jour. Et là, malheureusement, c'est pas le cas. On a encore des croyances. Par exemple, le fait, si une femme perd les os en premier, que le cordon passerait en premier, donc elle doit absolument rester allongée. Ça, on sait, de par les dernières études, que c'est pas le cas, qu'une femme devrait rester en mouvement. On sait aussi, par exemple, que le monitoring ne devrait pas être fait de manière constante. Il y a beaucoup de femmes qui, dès qu'elles rentrent en travail, à l'hôpital, se retrouvent avec le monitoring de manière constante jusqu'à ce qu'elles accouchent. Et donc, qui dit monitoring constant, dit position complètement horizontale, avec un bébé qui va mettre moins de temps à descendre, et surtout des contractions qui sont très douloureuses à gérer. Et ça, c'est bizarre, parce que, pour le coup,
en Occident, ils sont à jour sur ce genre de choses. Oui. Et nous, malheureusement, c'est pas le cas. Donc, il y a des choses qui doivent changer. Ça. Et la deuxième chose aussi qui doit changer, je pense, dans le parcours de soins en Afrique, c'est la prise en compte de l'empathie, de l'émotion des patients et aller vers des soins bienveillants. On manque malheureusement cruellement. Et ça, quand je dis on, c'est pas moi qui le dis. Moi, je le vois sur le terrain et les remontées. On le voit aussi sur les réseaux sociaux. Les gens qui se plaignent, pas que dans la grossesse et l'accouchement, hein, dans le parcours de soins en général. Nos soignants, malheureusement, manquent de bienveillance. Et il y a ces compétences. Alors, il y a les compétences techniques, mais les compétences comportementales qui ne sont pas prises en compte et qui, d'ailleurs, ne sont pas données. Moi, j'ai des soignants qui me disent, sur mes réseaux sociaux, parfois en message privé, qui me disent on ne nous apprend pas. On ne nous apprend pas, on n'a pas les habitudes, comment est-ce qu'on doit communiquer avec le patient, les notions d'écoute active qui font partie des parcours de soins en Occident, des formations qui font défaut, on ne les apprend pas ici. Oui. Bien humaniser alors la formation, c'est quelque chose qui est important. Et une question, si les systèmes de santé, en fait, voulaient réellement améliorer les résultats en santé maternelle dans les 5 prochaines années, supposons, selon vous, qu'est-ce qui, en fait, devrait changer dans la manière dont on accompagne les femmes avant, pendant, après la naissance? Je pense que vous avez commencé un petit peu à formuler certains points, mais si on avait une perspective beaucoup plus longue, qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'en ai parlé d'ailleurs à la dernière conférence sur la santé publique en Afrique du Sud qui a été organisée par l'Union africaine. Les décideurs doivent déjà mettre une attention particulière sur la santé maternelle et infantile. Je sais qu'il y en a une, mais elle est plutôt sur, par exemple, les sujets de vaccination, le fait que les accouchements se passent vraiment dans les systèmes de santé pour justement éviter les décès maternels et infantiles. Mais malheureusement, il y a une chose qui n'est pas prise en compte, c'est cette information qui doit être donnée aux femmes. Donc déjà, dans un premier temps, je trouve que les États, les gouvernements, devraient intégrer, comme on le voit un peu en Occident, les fameux cours de préparation à l'accouchement, que ce soit par des doulas, par des sages-femmes, par des matrones même. Mais il doit y avoir une prise en charge. De nos jours, une femme qui veut se faire accompagner par une doula comme moi, par une matrone, malheureusement, c'est payant. D'accord ? Donc, on n'a pas cette prise en charge qu'on peut avoir en Occident et cette importance placée au partage d'informations. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. Je pense qu'il doit y avoir aussi une régulation un peu du système de santé. En Afrique, on a 2 choses en parallèle. On a les systèmes de santé, mais on a le public et le privé. On sait malheureusement que dans le public, il y a certaines choses qui font défaut. Donc beaucoup de femmes, même avec pas beaucoup de moyens, se tournent vers des structures de santé privées, qui ont d'ailleurs plusieurs tarifs. On peut avoir des cliniques tout à fait abordables, mais qui manquent de supervision. Et dans le privé, on peut avoir des interventions inutiles. Et c'est pas qu'en Afrique, de manière générale, les accouchements dans le privé et dans le public, on voit des interventions inutiles un peu plus dans le privé. Et il n'y a pas assez de régulation en Afrique. Donc je pense que nos pouvoirs publics doivent porter une petite attention sur les cliniques privées et essayer un petit peu de réguler ce qui s'y fait. Et la troisième chose, si vous me permettez, on parle beaucoup des pouvoirs publics, mais il doit y avoir aussi une prise de conscience des communautés et des femmes en elles-mêmes qui doivent en fait comprendre que les choses ne viennent pas que des gouvernements, que des décideurs, que des gynécologues, que des sages-femmes. Elles doivent aussi elles-mêmes prendre conscience que l'information est importante. On est à une ère où tout est accessible. Il y a les accompagnements qui sont là. Elles doivent prendre conscience que beaucoup de choses, beaucoup de changements viendront en fait d'elles-mêmes aussi. D'accord. Donc une prise de conscience des communautés et des femmes sur cette question. Madame Anna Diom, merci beaucoup pour cette conversation d'UP. Rendez-vous au mois prochain pour un nouveau épisode de NDUP. Cet épisode, vous pouvez l'écouter sur YouTube, AfriPods, Apple et Spotify, ainsi que toutes les autres plateformes d'écoute des podcasts. Merci et à la prochaine.